C'est un très très grand plaisir. The stage est à vous. C'est dans ce lieu baigné d'histoire, où les siècles sont inscrits dans la pierre, que j'aimerais évoquer la grandeur des Vigier, et le faire en français, car cette famille aristocratique soleroise a, dès le XVIe siècle, établi sa grandeur et sa bravoure au service d'un grand pays qui aujourd'hui est dans l'impasse totale, la France. En 1590 déjà, sous Henri IV, Philippe de Vigier était interprète général des troupes suisses en France. En 1748, Joseph de Vigier est nommé lieutenant général des armées du roi. C'est pendant cette période que la fameuse expression « il fait soif sur Soleure » s'est propagée dans toute la Suisse. Il y a 3 explications, elles ne sont pas scientifiques. La première, c'est que les soldats qui venaient s'inscrire au régiment de Vigier venaient de tous les cantons de Suisse à pied. Et lorsqu'ils arrivaient à Soleure, ils s'apercevaient qu'il fallait encore monter sur la colline. C'est une première explication. La deuxième, c'est que les Vigiers étaient très radins et qui donnaient très peu de vin, et par conséquent, ils avaient soif. Et la troisième explication, c'est que le colonel de Vigier donnait tellement de vin qu'ils avaient encore soif après. En 1791, Joseph Robert de Vigier défendit avec une incomparable bravoure les dernières heures du règne de Louis XVI. C'est dire qu'avant l'éclosion du génie entrepreneurial de William, dit Bill, il y avait déjà du sang bleu, de la matière grise et beaucoup d'ambition chez les Vigier. Et c'est toujours le cas dans cette maison qui transmet l'histoire, même s'ils en est dans une salle moderne, puisque ses filles Jeannette et Anne sont à la fois actives et dynamiques et qu'elles réussissent tout ce qu'elles entreprennent. C'est en présence de Nora que je veux évoquer le fabuleux parcours de William qu'il faut honorer ce jour, car il fut un entrepreneur hors pair, un entrepreneur exemplaire qui mérite tous les honneurs. Quittant le domicile familial à 24 ans, sans un sou en poche, mais des idées plein la tête, il s'établit à Londres où il inventa, sous un pont, les fameux échafaudages métalliques qui révolutionnèrent toute la construction du XXe siècle. Permettez-moi la comparaison avec Stefan Kudelski, qui, quittant la Hongrie, envahie par les chars russes, s'établit à Lausanne en 1956 et qui inventa dans une porcherie les premiers enregistreurs Nagra. Je ne vais pas m'étendre sur les qualités incomparables de Bill, puisqu'elles sont connues de tous. Mais aujourd'hui, une fois de plus, je veux honorer la mémoire de cet homme exceptionnel que j'ai connu à Gstaad, où il était membre fondateur de l'Eagle Ski Club. Les déjeuners en sa présence étaient à la fois conviviaux et passionnants, car tout l'intéressait. Sa stature, son intelligence et son charme ont séduit tous les membres de notre prestigieux club. Mais venons au sujet du jour, l'entrepreneuriat. C'est l'action de créer de la richesse et de l'emploi par la création ou le développement d'une entreprise. Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans innovation. De tout temps, mais encore plus dans le monde d'aujourd'hui. L'innovation, c'est la loi de la survie. Pour être et rester compétitif, pour fournir un produit ou un service au meilleur rapport qualité-prix. Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans compétences professionnelles. Et ce n'est pas une question de diplôme. Il s'agit des compétences acquises par le travail.
à propos du travail en Suisse, c'est notre valeur première, car nous n'avons pas de matière première. Et c'est par le travail et le sérieux que notre pays a accédé au miracle économique après la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans flair. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Un entrepreneur, c'est une personne qui vise à transformer ses idées en produits ou en services économiques. Un entrepreneur, c'est un leader qui évolue non pas dans les livres d'histoire, mais au quotidien avec son entreprise, dont la vie et la survie suffisent à occuper ses talents et ses longues journées. Les qualités d'un tel leader sont peu nombreuses, mais elles sont capitales. J'en vois 4 qui se déclinent en gestes concrets, simples, pratiques et sont tout le contraire des recettes manipulatrices de certains politiciens. Il faut avoir le sens du contact, une aptitude naturelle à établir des relations personnelles avec autrui. Cette aptitude se traduit par la capacité à communiquer sa vision de l'entreprise, à organiser des équipes, à coordonner les efforts d'un réseau d'individus différents. Elle s'exprime aussi dans la capacité à négocier des solutions, à déployer des talents de médiateur pour prévenir les conflits et les résoudre, pour trouver des réponses créatives dans les revers et les difficultés. Elle se réalise au travers des buts fixés et du travail accompli pour les atteindre, avec la volonté de progresser et la fierté d'y parvenir. Autrement dit, un entrepreneur doit avoir de la présence et du charisme. Un entrepreneur doit être un homme de décision, pas de décision à la fois rapide et réfléchie. Il ne peut pas se permettre d'être indécis, à moins de finir comme le conducteur d'une voiture qui arrive à un embranchement et qui percute l'arbre qui se trouve au milieu, faute d'avoir décidé à temps entre la gauche et la droite. Les risques doivent être bien calculés. L'entrepreneur doit être suffisamment prudent pour ne pas se lancer dans toutes les solutions flamboyantes, mais insuffisamment étudiées, qui se présentent à lui. Il s'agit de prendre des options, non pas parfaites, mais optimales. Dans un environnement incertain, c'est pourquoi il faut du flair et de l'intuition. Un entrepreneur est à lui seul une source d'énergie renouvelable. Il doit avoir la passion de son métier, le feu sacré, et son entreprise est son moteur. Il doit faire les sacrifices importants que l'entreprise requiert. Il doit faire preuve de ténacité et de persévérance afin de surmonter les obstacles et les risques. J'aime beaucoup la formule de Goethe sur la question. Dans le domaine des idées, tout dépend de l'enthousiasme. Dans le monde réel, tout repose sur la persévérance. Il doit avoir le sens des responsabilités. Cela veut dire respecter la parole donnée et ne pas mettre en jeu sa réputation ou son crédit pour quelques francs de plus. C'est ce sens des responsabilités qui permettra à l'entrepreneur d'obtenir et de garder la confiance de ses collaborateurs, de ses partenaires et de la société. Car il n'y a pas d'entrepreneuriat valable dans la durée si la société
se met à multiplier les lois, les décrets, les normes, les règlements, les contrôles et les contraintes. Si elle met en œuvre toute une bureaucratie coûteuse et compliquée, et qu'on lui en donne le prétexte au travers d'abus manifestes. En résumé, un entrepreneur, c'est un homme ou une femme d'action. C'est quelqu'un qui voit des solutions là où les autres voient des problèmes. C'est quelqu'un qui est porté par une vision et qui veut en faire un projet. C'est quelqu'un qui sent un besoin dans le marché et veut lui apporter une réponse. C'est un optimiste qui a confiance en lui et dans ses collaborateurs. C'est quelqu'un qui préfère foncer que de se perdre dans des analyses compliquées. C'est un impatient pour qui rien ne va jamais assez vite. C'est un compétiteur qui va défendre son produit ou son service contre vents et marées. C'est quelqu'un qui aime négocier, produire, acheter et vendre. C'est un ambitieux qui veut progresser, faire progresser son entreprise, faire progresser sa profession ou sa branche, faire progresser son pays, la société et le monde dans lequel il vit. Puisqu'il me reste encore quelques minutes, je vais me permettre de parler un tout petit peu de moi. Lorsque j'avais 7 ans, on faisait du commerce de billes à l'école, et comme j'en avais jamais assez, je me suis retrouvé avec 3 immenses paquets de billes que j'ai vendus et qui m'ont permis de faire un voyage jusqu'à Naples, où là, j'ai acheté des souliers napolitains, pas des comme ça, mais des beaucoup moins chers. Parce qu'à l'époque, ils coûtaient 20 francs. Et en Suisse, les souliers Bailly, ils coûtaient 80 francs. Alors j'en ai acheté 250, et puis j'ai été les vendre à l'école, à mes copains, qui étaient tout contents d'avoir des souliers un peu plus sympas, un peu moins Bailly, un peu plus étrangers, et surtout moins chers. Et puis après est arrivée la grande période des chemises américaines. Parce que nous étions très sérieux, et nos chemises blanches, suisses, etc. Et les Américains avaient des chemises comme à Hawaï, de toutes les couleurs, avec des boutons. Ce qui fait que j'en ai acheté 500. Et en les achetant, j'ai été les vendre à tous mes copains, qui étaient tout contents. En plus, le petit ami les trouvait beaucoup plus sympas. Ensuite, j'ai fait de la militaria. Ça veut dire que nous avons, pendant les vacances d'automne, j'ai pris une vingtaine de copains. On avait déjà des vélomoteurs, et derrière le vélomoteur, on mettait une petite charrette. Et dans le Grand Lausanne et dans le canton de Vaud, on allait dans toutes les fermes ramasser des sabres, des képis, des tenues militaires, que j'allais ensuite revendre chez le grand antiquaire à Lausanne, qui en avait 3 étages. Et puis, un peu plus tard, j'ai racheté la collection Britons. C'était des soldats de plomb de 54 mm. Et comme ils avaient passé dans l'usine en Angleterre du plomb au plastique, un dénommé Tricheri, qui était le bras droit de Perron et l'importateur des General Motors en Amérique du Sud, en Argentine, vendait toute sa collection parce que M. Tricheri avait fait faillite après avoir été milliardaire. Et là, j'ai été emprunter de l'argent chez un de mes oncles, dont le fils, qui est le plus innovant et le plus entrepreneur de la famille, de mes 42 cousins, est ici. Et son père m'a prêté les 200 000 francs nécessaires pour acheter la collection autour de 8%. Autour de 8% quand même. Mais il n'y avait pas d'intérêt négatif en Suisse. Alors il fallait écouler cette collection de Britons, et comme je venais d'avoir le permis de conduire, j'avais une voiture et j'ai été traverser la douane. Mais à la douane, il fallait payer des sommes colossales. Mais en Angleterre, tout ce qui est militaire, c'est un hobby, et le hobby, c'est gratuit. Donc les douaniers étaient tout contents de voir un jeune qui s'intéresse à des figurines militaires. C'est un hobby, j'ai pu passer, j'ai vendu tout ça, et j'ai gagné beaucoup d'argent.
Et puis après est arrivée une autre vocation, une vocation immobilière. Lorsque nous construisions une petite maison au bord du lac Léman, l'architecte venait et décidait de tout. Et avec ses doigts, et avec ses paroles, il décidait de ce qu'allait se construire. Et j'ai compris là que c'est par la baguette pour le chef d'orchestre et ou la décision ou le crayon de l'architecte que l'on pouvait construire. Et dès lors, j'ai décidé d'entrer dans l'immobilier, mais c'était 15 ans plus tard que j'ai commencé. Alors je suis arrivé dans une petite régie à Lausanne, où il y avait un homme brillant qui s'appelait le docteur Nafilian, et j'étais le moins payé parce que j'avais 1300 francs par mois. Alors je faisais un travail passionnant, mais j'ai été dire à mon patron, au bout de 6 mois, que son directeur des ventes était nul. Parce qu'il arrivait le matin à 9h30, il buvait son café, il regardait avec sa secrétaire ce qui se passait, et puis il faisait 3 fois rien, et à midi moins quart, il partait pour ne pas être dans le trafic. Donc on le revoyait à 2h avec ses chiens qui avaient des écouelles pour manger, et il repartait à 5h30, la journée était faite, le résultat, 8 millions de ventes par an. Alors j'ai vu mon patron en lui disant, je veux vendre. Non, vous êtes petit collaborateur, pas de vente. Alors j'ai fini par prendre une salle de conférence, beaucoup plus petite et beaucoup plus modeste que celle-là, et on a fait installer 10 lignes de téléphone. Et j'ai fait venir des amis et des amis, et le premier immeuble qui m'a donné à vendre, j'ai fait plus de 6000 téléphones, et au 6000e, j'ai trouvé l'acheteur. Ce qui fait que je l'ai vendu, ce qui fait que j'ai pu rentrer aux ventes, et l'année d'après, on a passé de 8 à 56 millions de ventes. Donc c'était parti, et 2 ans plus tard, je suis devenu associé, et lorsque le patron que je respectais et que j'aimais m'a dit « je vais partir parce que j'ai 85 ans, ça sera mon fils », je lui ai dit « merci, moi aussi, je pars », et j'ai fait ma carrière tout seul. Le promoteur, c'est une personne qui donne la première impulsion à quelque chose et qui en provoque la création et sa réalisation. C'est un animateur, il doit être créateur, il doit être le partenaire de la prospérité. La promotion, c'est la symétrie entre le rêve et la réalité. Mais il faut dès le départ la passion et le feu sacré. Je me permettrai de vous donner une définition de Pierre Arnold, qui était un de mes amis, le grand patron d'Amigros, et également un associé. Le patron, c'est un homme qui apprend et qui aide ses collaborateurs à se surpasser. Je pense que c'est une excellente définition, car nous faisons dans notre métier le plus beau métier du monde. Il faut le faire avec sérieux et professionnalisme, sans jamais oublier que l'économie est au service de l'homme et non pas l'homme au service de l'économie. Il faut également le faire d'une manière morale. Peut-être qu'actuellement, il faut moraliser une partie de la finance, mais elle doit rester libérale. Et si vous me permettez, j'aimerais faire juste une petite mise en garde et une proposition. La mise en garde. Ces 3 dernières années, en Suisse, on a changé les règles de notre confédération et de notre miracle économique. Et on a gâché notre réputation en détériorant notre stabilité bancaire, notre stabilité fiscale et notre stabilité administrative. Il faut bien qu'on y réfléchisse, parce qu'il ne faut jamais regarder avec des rétroviseurs, il faut regarder devant, mais il ne faut pas que la Suisse passe un tournant à 180 ni même 90 degrés. Et une proposition. Dans notre pays, si l'on ne veut pas tomber dans les difficultés de nos voisins de l'Union européenne, il faut absolument simplifier nos règlements innombrables et parfois absurdes, ainsi que des fois des taxes injustifiées, et alléger nos administrations, qu'elles soient fédérales, cantonales ou communales. Car toute notre législation
devient toxique et nous empêche de développer nos nouveaux projets. Merci de votre attention. Encore un petit cadeau. C'est clair, d'apporter du vin. D'où vous venez, c'est risqué, mais j'espère quand même que c'est des bouteilles que vous allez apprécier. Alors c'est pas risqué du tout, mais c'est un chauffeur qui est mon cousin.